Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre désormais rendez-vous cathodique du décryptage des paroles et des actes de la présidentielle 2018. Vous êtes sur CQFD, ce qu'il faut décrypter, et ce sera en son, en image, en analyse pendant 60 minutes. Tous les mercredis désormais, nous recevrons en plateau des experts et nous irons in situ également à la rencontre d'analyse pour mettre la lumière sur les zones d'ombre et placer une rampe sur les angles morts d'une compétition électorale qui s'anime au fur et à mesure que s'approche la date fatidique du 7 octobre prochain. Puisque le décor est campé, je m'en vais introduire nos experts de ce mercredi. Jean-Paul Tiengue, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans CQFD. Merci. Je signale que vous êtes expert en questions électorales et politiques. Vous êtes notamment auteur d'un ouvrage, Le président de la République, mythe et réalité du pouvoir exécutif. C'est exact. Et vous ne parliez pas du président de la République du Cameroun forcément. Non, pas forcément, c'est une étude générale. Le président de la République dans le système présidentiel et globalement. Bienvenue, merci d'avoir accepté de nous accorder votre expertise et gratuitement surtout. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Condé. Jean-Paul peut en cacher un autre. Jean-Paul Tchomdou, bonsoir. Bonsoir Audrey. Vous faites partie des meubles désormais pour cette émission. Vous êtes expert en marketing et en communication. Vous êtes producteur audiovisuel. Je dirais même que c'est vous qui nous avez causé ce petit retard parce que le magazine Carrière qui passait avant ce programme est produit par vous, In and Out. Oui, notre maison de production créée en septembre 2011 et qui produit Carrière depuis février 2012. Et nous sommes très heureux que cette émission fasse son bout de chemin et surtout soit diffusée par Canal 2 International. Et c'est un partenariat qui jusqu'ici nous ravit et nous espérons... Qui a duré déjà 6 à 7 ans. Ah ouais, qui continue de durer. On est passé à 2 émissions. On a Stratégie qui a vu le jour en avril 2015. Et je peux vous dire en exclusivité que nous travaillons à ce que dans les prochains mois, prochaines années, que de nouvelles émissions voient le jour et prioritairement sur Canal 2. Merci pour la confiance. Maître Claude Assira, bonsoir. Bonsoir, monsieur Et bienvenue dans Merci. ce qu'il faut décrypter. Merci. Merci pour votre expertise. Peut-être il faut encore vous présenter, puisque c'est la règle. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous êtes professeur des universités en droit, Tout à fait. et un droit spécifique. Alors, on va dire que je suis principalement orienté vers le droit pénal. Je suis maître de conférence à l'Université catholique d'Afrique centrale. J'enseigne déjà depuis une dizaine d'années, un peu plus, un certain nombre de matières et un certain nombre de classes qui vont de la 3e à la 5e année. Le second cycle de l'université. Tout à fait. Bon, puisque nos experts sont là, nous allons découvrir ensemble la première une à décrypter ce soir dans CQFD. En première une pour cette deuxième sortie de CQFD, la conduite, la tenue, la discipline des états-majors, des hommes liges et des candidats à la présidentielle du 7 octobre prochain. En cela, Eleka m'a soumis aux 9 candidats au terme de la 7e concertation, avec tous les membres du processus, un code de bonne conduite. Le guide disciplinaire avant, pendant et après le scrutin. Ce document a-t-il une exclusivité camerounaise? Quelles sont les ficelles de ce document querellé par certains candidats? Qui doit le paraffer? En 2011, lors de la dernière présidentielle, son importance a-t-elle été marquante? C'est ce qu'il faut décrypter en première partie ce soir. C'est une affaire que nos experts décryptent. Une série de questions posées par Delphine Fonko. Nous allons commencer par la première. Alors, de façon holistique, Maître Claude Assira, comment on peut définir un code de bonne conduite dans ce contexte-ci? Alors, définir un code de bonne conduite est compliqué lorsque les choses paraissent faciles. Parce que le code de bonne conduite, tout le monde comprend qu'il s'agit d'un corps de règles qui est destiné à déterminer le comportement des acteurs, non seulement vis-à-vis des textes de loi, mais également d'une façon globale, la meilleure façon, les règles prudentielles qui permettent le bon déroulement des opérations électorales. Mais peut-être que ce qu'il faut expliquer, c'est que l'histoire du code de bonne conduite
tire son origine dans des textes qui dépassent largement le Cameroun, puisque en 2007, l'Union africaine adopte une charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui part du constat que les prises anticonstitutionnelles de pouvoir ont parfaitement bouleversé l'équilibre habituel, constituent un facteur de désordre, de déséquilibre, et on pense également que ça doit être un facteur de sous-développement. Alors, soucieux de cela, les États africains décident en 2007 de mettre en place cette charte, et dans les dispositions particulières qui concernent les élections démocratiques, à l'article 17, décide notamment, je vais vous le dire, d'adopter un code de conduite qui lie les partis politiques légalement reconnus, le gouvernement et les autres acteurs politiques, avant, pendant et après les élections. Et ce code contient un engagement des acteurs politiques à accepter les résultats des élections ou les contester par les voies exclusivement légales. Donc voilà à peu près l'environnement global qui a permis au gouvernement camerounais, lorsqu'il met en place également un organe particulier, toujours sous l'égide de ce même texte, en l'occurrence ELECAM, entreprend donc, au nombre de ces mesures, d'organiser la concertation générale, puisque l'une des missions de ELECAM consiste à la bonne tenue des élections et notamment à la concertation entre les différents acteurs. Et je pense donc que le code de bonne conduite est né de la réunion de ces deux paramètres, à la fois l'existence de ce texte juridique, mais aussi les missions qui sont assignées notamment au Conseil électoral d'organiser la concertation du plus grand nombre pour que le scrutin puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Donc ce n'est pas une création camerounaise, c'est une création camerounaise à partir du moment où on a mis en place un organe, et l'ELECAM naît d'une loi camerounaise. Mais en l'espèce, la loi camerounaise elle-même tire son origine d'une inspiration supranationale. Voilà. Mais le code de bonne conduite n'est pas une invention locale. Pas du tout. On imagine, je ne fais pas de droit comparé, mais j'imagine qu'ailleurs, on connaît des codes de bonne conduite pour ceci ou pour cela, et notamment pour des élections. Alors, il faut dire que c'est, encore une fois, il faut dire que c'est une spécificité africaine, en raison du contexte que j'ai pris la peine de vous indiquer tout à l'heure, qu'on rencontre difficilement ailleurs. Par exemple, aux États-Unis, il y a des difficultés. On a rencontré, par exemple, à l'occasion, vous vous rappelez, la fameuse élection entre Bush et Al Gore, voilà, toutes les difficultés auxquelles on a été confrontés sont les difficultés qui sont en relation avec le scrutin, sauf que elles ne sont pas inspirées de la difficulté que je vous ai indiquée, notamment les prises anticonstitutionnelles de pouvoir. Donc, par conséquent, s'agissant de ce que tout le monde a considéré comme étant un accident, on n'a pas jugé nécessaire de mettre en place un code de bonne conduite aux États-Unis. Je pense que c'est le cas également dans la plupart des pays occidentaux de la vieille Europe, en tout cas, qui ont une vieille tradition démocratique ancrée déjà dans le temps où il n'y a pas un code en tant que tel spécifique. C'est l'Union africaine qui, elle, pour les raisons que je vous ai indiquées depuis 11 ans, a entrepris de lutter efficacement. Et vous pouvez d'ailleurs voir que dans les pays aujourd'hui encore où nous avons une prise de pouvoir par la force, par l'armée, vous avez une réaction automatique, soit d'abord une réaction amiable, mais sinon des mesures fortes qui visent à ostraciser le pouvoir nouvellement mis en place dans des conditions antidémocratiques. Alors, Jean-Paul Tiengue, vous n'êtes pas loin, vous n'étiez pas tenu très loin de ceux qui rédigeaient en 2011 le code de bonne conduite qui a été reconduit cette année par ELECAM, peut-être en raison d'un défaut de consensus entre les parties prenantes au dialogue qui a été organisé, le 7e dialogue organisé par ELECAM cette année avant l'élection présidentielle. Vous n'étiez donc pas, je le disais, en 2011, très loin de ceux qui l'avaient rédigé. On a noté que ce n'est pas tous les partis politiques, tous les 23 partis politiques qui avaient investi un candidat qui avait signé ou paraphé ce code en 2011. Qu'est-ce qui avait fait problème pour que Kawala, par exemple, en 2011, ne signe pas ce code? Oui, je voudrais déjà aller dans le même sens que le professeur Assira pour dire que le code de bonne conduite est devenu un peu une spécificité africaine, notamment des pays d'expression française. Tout simplement parce que, comme il a souligné, le jeu démocratique est lié à la maturité politique des peuples.
aux États-Unis et dans les démocraties occidentales, on suppose, on observe que les peuples généralement ont atteint un niveau de maturation dans le jeu politique qui relève des vieilles traditions démocratiques. Un peu comme il a souligné aux États-Unis, c'est pour cela que lorsque vous observez, vous observerez que lors de l'élection présidentielle américaine entre Bush et Al Gore, quelles que soient les petites insuffisances qui avaient été relevées, Al Gore avait fini par féliciter il y a eu un Bush. consensus Oui. national pour que les intérêts des États-Unis, l'intérêt national soit préservé. Donc c'est ce qui manque un peu à nos pays, d'où l'importance de mettre sur pied un certain nombre de règles de conduite, de règles autour desquelles les acteurs, l'ensemble des acteurs du processus électoral s'entendent pour que le processus soit apaisé, pour qu'on puisse assainir les divergences qui pourraient naître pendant le processus et de favoriser un consensus national qui lui-même peut induire cet apaisement du processus électoral, du jeu démocratique. Alors, qui doit signer ce code? Signer, c'est l'ensemble des acteurs du processus électoral. C'est-à-dire les candidats et les CAM, la police, la gendarmerie, l'État globalement, les journalistes, la société civile. C'est-à-dire les acteurs du processus électoral interne, que sont les partis politiques, et principalement ceux qui sont en compétition pour l'élection dont le processus est engagé, l'administration, la justice, les autorités judiciaires, la société civile, les médias, qui ont un rôle très important dans la conduite du processus électoral, et bien évidemment Elections Cameroun, qui est l'organe en charge de la gestion de tout le processus électoral et référendaire. Et donc, en 2011, il me semble, si j'ai bonne mémoire, qu'il avait été mis en place une commission ad hoc. C'est bien cela. Voilà, chargée de mettre en forme le texte qui avait été préparé par l'ensemble des acteurs du processus électoral réunis dans le cadre de concertation nationale, qu'on appelle communément la concertation nationale entre les CAM et les acteurs du processus électoral. Et donc, délégation avait été donnée à un certain nombre d'acteurs du processus qui étaient présents, bien que tous les partis politiques légalisés aient été conviés à cette grand-messe du consensus national. Mandat avait été donné à un certain nombre d'acteurs présents parce que tout le monde ne pouvait pas signer. Il y avait des centaines et des centaines de délégués dans la salle et donc ceux à qui mandat avait été donné avaient signé. Je ne pense pas qu'il y ait un parti politique qui se soit particulièrement illustré par le refus de signer. Je cite Kawala et le CPP. Oui, mais je n'ai pas de mémoire d'observateur. Je n'ai pas de mémoire d'observateur lu une contestation motivée de Madame Kawala, ni dans les journaux. Kawala disait notamment en 2011, oui, on ne peut pas rassembler les gens pour leur rappeler simplement ce qui est écrit dans le code électoral, dans les lois pénales. Et... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le code de bonne conduite est dans la tradition que le professeur Assira a rappelé tout à l'heure. C'est en quelque sorte une entente dans un gentleman agreement. Voilà, un gentleman agreement dans les bonnes pratiques électorales, qui est d'ailleurs d'adhésion libre. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tous les acteurs du processus électoral ne sont pas obligés d'y adhérer. C'est pas en réalité, le code en lui-même n'a pas comment dire ça, force contraignante. Vous voyez? Pourtant, c'est marqué. Pourtant, c'est marqué dans le code de cette année, dans les 20
article. La deuxième partie nous signale justement que les signataires sont contraints de respecter l'engagement qui a été pris. C'est marqué... C'est la loi des partis. C'est la loi des partis. Le code de bonne conduite est une convention, c'est une entente entre des parties prenantes, signataires. Et donc, c'est la loi des partis. Il y a des codes de bonne conduite qui prévoient des sanctions, par exemple. J'ai le cas du code de bonne conduite qui a été signé le 9 décembre 2015 en République centrafricaine, qui prévoit des sanctions qui peuvent aller du blâme, de l'avertissement, du blâme... Jusqu'aux sanctions pénales. Jusqu'aux poursuites. Judiciaires. Qui peuvent aboutir à des sanctions pénales parce que la poursuite judiciaire peut se limiter à la contravention. Oui, vous devez savoir que le code électoral lui-même a prévu des dispositions pénales que beaucoup d'acteurs du processus électoral peut-être ignorent ou alors n'utilisent pas, alors qu'en réalité, la plupart des incidents qui peuvent survenir en termes de violation de la loi électorale ont été prévus comme sanctions dans le code électoral. Je reviens à Maître Assira avant de vous prendre Jean-Paul Tchomdou. En revenant au code le code qui a été adopté finalement, qui a été annoncé comme étant en vigueur par le président du Conseil électoral, donc le président de l'ECAM, c'est 20 articles, de bout en bout. On note que voilà, on est d'accord pour ne pas tenir de propos haineux, pour ne pas déchirer les affiches des autres candidats, pour rester galant. On va choisir les mots qu'on va utiliser dans les médias. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été signé. Quelle est la valeur juridique d'un code qui a été signé en 2011 et qui est simplement remis dans le circuit en 2018 parce que il y a eu un boucan, il y a eu du brouhaha sur la forme qui devait entraîner à la signature du code. Entre autres choses, il y a également que je crois qu'il faut éviter des violences, des propos haineux, pouvoir se respecter les uns les autres. En fait, c'est tout ce qu'on peut imaginer dans un code de bonne conduite. Quelle peut être la valeur juridique d'un tel texte? La valeur juridique est, on va dire, celle que les acteurs, les organisateurs veulent bien lui donner. En l'occurrence, on est parti de l'idée que 7 ans se sont écoulés depuis la dernière élection et que par conséquent, des règles nouvelles, la loi, je ne vais pas faire un cours à cette heure-ci, un cours de droit pénal, mais la loi est censée réglementer la vie des individus, non seulement dans un contexte donné, mais aussi à un moment donné. Donc, la vérité de 2011 peut ne pas forcément être celle de 2018. Et donc, par conséquent, il peut être nécessaire de réajuster au regard des expériences que les uns et les autres ont pu accumuler tout au long de leur parcours. Il peut être nécessaire d'ajuster un certain nombre de choses, de dispositions. Mais seulement, il se trouve que pour des raisons de forme, je ne sais pas si notre émission nous permettra d'en reparler plus en profondeur, lors de la concertation qui aurait dû se tenir, je crois, la semaine dernière, jeudi 7. Tout à fait. Il y a eu un incident qui tenait de ce que le quorum indiqué avait surpris un certain nombre de participants qui ont donc décidé de claquer les 8 candidats ou les 8 représentants de candidats de l'opposition. Tout à fait. Ils estimaient notamment que un certain nombre de participants qui avaient été invités à cette réunion n'avaient pas le droit d'y être parce que le RDPC, pour lequel ils avaient indiqué publiquement avoir donné leur adhésion, était déjà valablement représenté et que c'était en fait une double représentation, une surreprésentation qui risquait de noyer éventuellement leur protestation. Donc, en regard de cette opposition, ils sont partis, ce qui a donc conduit l'ECAM à revoir en quelque sorte ses ambitions en décidant purement et simplement d'annuler, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, cette concertation-là pour revenir à ce qui a pu se dire la fois d'avant, qui n'a jamais été contesté par personne d'autre par le futur. Donc, par conséquent, la reconduction du code antérieur pour lui donner une nouvelle validité aujourd'hui en 2018, si ça avait été le code qui avait présidé au dernier scrutin, sans qu'il n'y ait eu de modification particulière
dans les règles électorales ne me semble pas être une entorse énorme au code, en tout cas aux objectifs qui peuvent être attendus d'un code de bonne conduite. Alors Jean-Paul Tchomdo, je voudrais savoir, dans ce code, parmi les 20 articles, il y a notamment les articles 14 et 17 qui intéressent les médias. On dit pas de sondage avant le scrutin, pas de publication de sondage par les médias classiques avant le scrutin, pas de publication de tendance après le scrutin. Est-ce qu'on ne lit pas un peu la presse dans ce code-là? Alors, c'est possible. Je voudrais quand même commencer par dire que, sans être un juriste, il me semble qu'un code de bonne conduite arrive souvent quand la régulation ou les règles en place ne permettent pas de réguler efficacement ce qu'on doit faire. Et alors, on rassemble des professionnels, on édicte un ensemble de règles que les professionnels s'engagent à respecter, ou que le corps s'engage à respecter. En l'occurrence, il s'agit d'élections présidentielles. Je marque quand même un étonnement quand le professeur Assir a dit on a reconduit ce code-là. Il me semble qu'il y a un ou deux candidats qui n'étaient pas là en 2011. En l'absence de signature, quel est le procédé qui a été pris pour adopter ce code, pour qu'il devienne exécutoire? Moi, je m'interroge. Mais en ce qui concerne le bâillonnement des médias, je pense que si les médias sont signataires de ce code-là, ça veut dire qu'ils ont accepté librement de respecter les termes de ce code-là. Il me semble quand même que dans une période comme celle-ci, les médias ont un rôle essentiel d'animation de la vie politique et devraient permettre de savoir à peu près, ne serait-ce que les grandes tendances sans rentrer dans les résultats, mais les médias ont un rôle d'éducation et doivent relayer ce qui se passe sur le terrain, les grandes tendances, pour que jusqu'à la dernière minute, le citoyen qui doit décider ait tous les éléments capables de faire son choix de manière libre. Donc pour moi, qui suis un démocrate convaincu, je pense que sur le plan des libertés humaines ou professionnelles, ça me pose un petit problème. Mais toujours est-il que le fait là, de cette émission vise justement l'éducation du corps électoral également. Le fait là, c'est que les médias, au vu du code de bonne conduite en vigueur depuis le 7 ou le 8 septembre dernier, ne doivent pas publier des tendances le soir du scrutin, ne doivent pas publier les sondages avant le scrutin, quel qu'il soit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est les faits. Oui. Maintenant, je vous invitais simplement à interpréter. Vous avez formulé vos appréhensions au-dessus de la question. Je voudrais revenir à Jean-Paul Tchengue. Au-delà des médias, il y a des contraintes qui sont liées, des contraintes qui sont applicables à l'État. On parle dans l'article 16 notamment, on parle de la nécessité pour les partis, pour les FMO, les forces de l'ordre, de se tenir à bonne distance des lieux des élections, des bureaux de vote. Comment cela se rend-il opérationnel le jour du vote? Oui, c'est très simple. Le jour du scrutin, il est de coutume d'ailleurs que dans le processus de sécurisation du processus électoral, les forces de l'ordre soient présentes dans tous les pays. Et vous ne verrez pas, quel que soit le degré d'insécurité dans le pays, vous ne verrez pas les forces de l'ordre à l'intérieur des bureaux de vote. Ça, c'est interdit par la loi. Et donc, les forces de l'ordre peuvent se tenir à bonne distance. La bonne distance qui... Oui, bon, on la mesure comment, la bonne distance? Bon, pour ce qui est de la quantification de la mesure... Ce sera l'appréciation du président du bureau de vote? C'est à l'appréciation du président du bureau de vote. Du sous-préfet, du commissaire? Non, pas le commissaire, pas le président du bureau de vote assure la police à l'intérieur du bureau de vote et pour tout ce qui se passe autour du bureau de vote. Et donc, s'il constate que les forces de maintien de l'ordre ne sont pas à bonne distance, il peut éventuellement, même sur la demande des observateurs internationaux et nationaux qui seront présents, ou tout autre acteur ou toute personne intéressée, demander que les forces de maintien de l'ordre se mettent à bonne distance. Ça, c'est possible. Mais je voudrais revenir sur l'incident dont parlait Maître Assira. Vous savez, le principe, je n'ai pas été mandaté par ELECAM pour parler au nom d'ELECAM, mais je parle en tant qu'expert. En tant qu'expert ayant
participer à l'organisation de ce type de rencontre. Vous savez, le principe de la participation à la concertation nationale entre ELECAM et les acteurs du processus électoral, ce n'est pas... en fait, la qualité des participants est déterminée par la loi, c'est-à-dire que doivent être conviés à cette grande messe du consensus national tous les partis politiques légalisés. Et comme en matière d'égalité de vote, c'est un homme, une voix. Et donc ici, il ne s'agissait pas de partis politiques uniquement en compétition à l'élection présidentielle. Il s'agissait des partis politiques légalisés. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il y a un camp qui soit majoritaire ou minoritaire. Et on ne peut pas parler de quorum dans ce cas-là. Et donc, ceux qui ont mal interprété la loi et la situation ont peut-être créé l'incident, mais cet incident n'avait vraiment pas lieu d'être. Je n'ai fait qu'expliquer. Oui, je suis en train également d'expliquer que cet incident n'avait pas lieu d'être. Et je voudrais aller plus loin parce que il faut savoir, quand on parle de code de bonne conduite, c'est en termes de contenu. L'architecture interne du code prévoit des règles de bonne conduite qui s'appliquent aux 3 phases du processus électoral. Avant, pendant et après. Avant, donc en période préélectorale, pendant la période électorale qui inclut la campagne électorale et les opérations du scrutin, le jour du scrutin, et la période post-électorale. La question que vous avez posée s'agissant du comportement des médias pendant... comportement des médias, c'est une question qui globalement se pose, pas seulement dans le contexte camerounais. Le rôle des médias est très important au niveau de la qualité des messages qui sont adressés à l'électorat. Et les médias devraient aider effectivement le processus à rester apaisé. Parce que la qualité des messages qui est adressée à l'électorat peut éventuellement causer beaucoup de problèmes pour perturber le processus, pour créer des scènes de violence. Et donc, les médias devraient observer une certaine retenue dans la qualité des messages. C'est l'esprit qui a guidé le choix de ces mots-là dans le code de bonne conduite. Oui, le code de bonne conduite concerne tous les acteurs du processus électoral. C'est-à-dire que dans le code de bonne conduite, chaque acteur du processus électoral, dans les 3 phases du processus, a un certain nombre de choses dont il doit s'abstenir pour ne pas perturber le processus. Exemple, enlever les affiches de son adversaire. On a vu le candidat Ekane en 2011 enlever les affiches de Paul Biya parce qu'il estimait que, avec la fortune publique, sur le denier public, ce candidat-là avait occupé presque tous les espaces dédiés à l'affichage. Est-ce qu'on peut poursuivre un candidat qui viole de cette façon-là le code de bonne conduite? Bien sûr. On ne peut poursuivre au Cameroun une personne que lorsque son action a été prévue pour être, j'allais dire, susceptible d'être poursuivie. Nous l'Umcrimen, nous l'Apoena, il ne peut pas y avoir d'infraction s'il n'y a pas un texte préalable. En d'autres termes, puisque nous parlons du code de bonne conduite, si ce n'était que sur la base des énonciations du code de bonne conduite, il ne serait pas possible de poursuivre qui que ce soit devant une juridiction pénale. Pour que cela soit possible, il faut que ce comportement ait été explicitement prévu comme étant susceptible de constituer une infraction par le code pénal ou éventuellement une loi répressive, un texte répressif. En l'espèce, je pense qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont contenues dans le nouveau code. Alors, si vous me renvoyez à l'élection de 2000, vous m'avez parlé de quelle année? 2011. 2011, voilà. Je doute fort qu'on puisse trouver les mêmes élections. Parce que le code de 2016, la nouvelle version du code pénal, a rajouté un certain nombre d'infractions qui sont en rapport avec les opérations de vote. Mais on aurait quand même pu le poursuivre sur la base de textes plus généraux qui peuvent éventuellement trouver leur origine dans la destruction des biens d'autrui ou la lacération d'affiches ou éventuellement des cris séditieux qui existaient déjà à l'intérieur d'autres textes. Bref, il y a des infractions à caractère général
qui peuvent englober, dont la définition, le caractère est tellement englobant qu'un certain nombre de comportements qui sont constitués dans le cadre des opérations électorales peuvent parfaitement en être des éléments matériels susceptibles donc d'être poursuivis par la loi pénale. Est-ce que je peux juste dire à Jean-Paul II tout à l'heure pour moi, le code n'est pas susceptible d'être, pour qu'il soit valable, il ne faut pas nécessairement qu'il fasse l'unanimité. Il suffit pour qu'il soit adopté qu'une majorité, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure dans la définition d'un certain quorum, qui était, je suis d'accord avec vous, une erreur, parce que moi je pense aussi que même si ces personnes avaient indiqué en marge leur adhésion à un candidat, il n'en demeure pas moins que leur présence, ils auraient pu parfaitement venir, juridiquement indiquer, y compris dans ce Sénat-là, qu'ils réitèrent le soutien qu'ils ont déjà indiqué auparavant. Donc, c'est sur la base de ce quiproquo que naît la difficulté. Donc, ce n'est pas l'unanimité qui permet de donner au code sa validité, c'est uniquement les conditions de l'adoption telles qu'elles ont été élaborées par celui qui les a organisées, qui lui donne donc sa validité. Et même s'il y avait 2 personnes importantes qui n'y étaient pas, c'était le texte qui était en vigueur, étant entendu que la loi est celle qui est en vigueur à partir du moment où on décide que c'est elle qui est en vigueur, tout simplement. Non, je ne parlais pas de majorité, non. Je m'interrogeais sur la procédure d'adoption qui avait été prise. Alors, j'ai cru entendre que ça s'est achevé un peu dans le quiproquo. Alors, je demande, comment est-ce que ce code a été adopté finalement? Est-ce que c'est simplement la décision de l'ECAM d'utiliser le code de 2011 qui fait l'adoption? C'est la question que je vous pose. Manifestement, il s'agit de cela. Manifestement. Oui, je voudrais préciser que le code de bonne conduite, tel qu'il a été adopté en 2011, à la veille de l'élection présidentielle de 2011, n'avait pas été mis en place uniquement pour l'élection présidentielle 2011. C'est un ensemble de règles de conduite en période électorale qui devaient s'appliquer pour les élections futures. Vous verrez, vous pouvez d'ailleurs le vérifier, en 2013, il n'y a pas eu nécessité d'adopter un code de bonne conduite. On se référait aux dispositions adoptées en 2011 pour régler le jeu électoral pendant les 3 phases du processus électoral. Et je pense que ça n'a posé aucun problème. Alors, en matière de participation à la concertation avec l'ECAM, il n'y a pas de quorum déterminé à l'avance. Ça, vous l'avez dit. Ça, vous l'avez dit. On l'a entendu. Ont le droit de ça, on l'a entendu déjà. On signale que l'intention de l'ECAM était pavé de beaucoup de bonheur. La démarche de l'ECAM était pavée de bonnes intentions. Je vous suggère d'écouter en 1 minute le président du conseil électoral, donc le président de l'ECAM, qui parle des intentions du projet tel qu'il a été mené. Ce que nous voulons faire, c'est, au vu de l'expérience du terrain, nous avons pensé qu'il faille se retrouver au niveau de la capitale pour discuter davantage, approfondir nos différentes idées et atteindre un objectif, donc le consensus général. Vous savez qu'en marge de ces assises, il y a une commission qui va se charger du code de bonne conduite des élections. Tous les acteurs vont le signer pour permettre à ce que nous soyons tous en accord. Le consensus, c'est simplement dire que les différentes divergences vont être prises en compte pour que nous avancions. C'est l'essentiel. On ne peut pas aller à une élection où certaines personnes ne sont pas d'accord. Il faudrait qu'on arrive à trouver un point de commun, un environnement où tout le monde se retrouve sans se gêner les autres. Alors, le président Eno Abrahams Egbe signale qu'on ne va pas aller à une élection sans consensus. C'est peut-être dans la foulée de cette annonce qu'il a convié lundi prochain des cadres des partis politiques, directeurs de campagne et candidats à une réunion à l'ECAM sous l'instigation. Nous a confié le directeur de campagne du candidat Difford, il s'appelle Peko NS, lundi avec les forces de l'ordre, avec le ministre en charge de la Défense, le patron de la police, le ministre en charge de l'administration territoriale pour entendre donc la voix de ces partis-là. Et parmi les réserves émises par les candidats, c'est toujours Ernest Peko qui nous l'a fait souligner, il y a la possibilité de rendre légal un acte pris par un huissier de justice
un dimanche. L'élection, c'est un dimanche. Il dit, partie de l'expérience de 2013 où des constats d'huissier avaient été faits le dimanche, ça a été rejeté parce que c'était un jour férié, simplement. Oui. Alors, est-ce qu'on peut modifier la loi ou bien le code de bonne conduite peut régler cette situation-là? Juridiquement, comment ça peut s'arranger? Bien sûr, je pense que pour on va dire une situation particulière, on peut prendre un texte ad hoc. On connaît les jours de régularité des actes des huissiers qui sont normalement valables, qui peuvent être effectués tous les jours ouvrables. Entre 6h et 18h normalement. Je signale en passant que samedi est un jour ouvrable. Souvent tendance à oublier, samedi est un jour ouvrable. Donc ces actes-là, le seul jour non ouvré qui est connu actuellement au Cameroun, enfin le jour normal de semaine, c'est le dimanche. Voilà, tout à fait. Et même si l'élection était prévue un lundi, ce serait un jour férié, de fait. Voilà, très bien. Donc par conséquent, il est possible, on peut parfaitement envisager qu'un texte, vous savez ce que le texte fait, un autre d'égale valeur a la possibilité de lui donner un autre sens, un prolongement, une réduction, éventuellement, naturellement, sous réserve du contrôle qu'en fera ultérieurement le Conseil constitutionnel, qui est là pour ça désormais. Alors Jean-Paul Tchomdou, le pouvoir a-t-il intérêt à permettre des constats d'huissier ou à légaliser des constats d'huissier faits le dimanche? Parce que même le parti au pouvoir peut faire recours au service d'un huissier. Tant qu'à faire, puisqu'on parle de code de bonne conduite, la réalité est que l'élection va se passer un jour non ouvré. Et donc, il est important. Et s'il y a des irrégularités, normalement, on devrait permettre que les huissiers puissent travailler, comme le disait le professeur. Jean-Paul Tchengue? Oui, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que la validité et l'authenticité des actes extrajudiciaires, notamment des exploits d'huissiers, est très réglementée. Et Maître Assira le sait très bien. On ne peut pas, en dehors de ce cadre juridique, de ce cadre normatif, improviser des dispositions non écrites. Vous comprenez? Donc, il est recommandé... Le code interdit bien à la presse de publier des tendances alors que ce n'est prescrit nulle part. Avant. Là, c'est une entente. D'accord. Est-ce que cette entente peut permettre... entre parties prenantes. Oui. Et c'est une entente entre parties prenantes qui n'entre en conflit avec aucun texte normatif. D'accord. Avec aucune loi. Ici, nous sommes dans un cadre normatif où il y aurait conflit entre des dispositions nouvelles et des dispositions en vigueur. Et donc, il faut faire très attention. Moi, en tant qu'enseignant, parce que j'enseigne également ces questions-là à l'ENAM, de processus électoral, en tant qu'enseignant, il est recommandé que les réformes légales, les réformes juridiques, quand les acteurs du processus électoral, les acteurs politiques les trouvent nécessaires, ils ont, dans le cadre du cycle électoral, la période préélectorale qui sépare généralement deux scrutins qui peut s'écouler sur plusieurs années, comme ça a été le cas. Il y a eu 5 ans. Lorsque les acteurs du processus électoral trouvent nécessaire de proposer une réforme comme celle-là, il faudrait le faire dans le temps nécessaire, parce que poser ce problème à la veille du scrutin, vous parlez de M. Pekeo, c'est un acteur du processus, une personne intéressée dans le processus, qui peut s'avancer à dire des choses qui protègent ses intérêts en tant que porte-parole d'un candidat, mais ça n'engage pas le droit. Alors, pour sortir de cette question, Maître Assira, Jean-Paul Tchomdou, Jean-Paul Tchengue, le candidat a-t-il intérêt à respecter ce code de bonne conduite, même si tout le monde n'a pas signé? Parmi les 9, on retrouve que le SDF, le RDPC, l'UDC probablement, l'ADD aussi. Les autres candidats sont des newcomers. Ont-ils intérêt à signer, à respecter un code de bonne conduite qu'ils n'ont pas signé? Est-ce qu'ils ont intérêt politiquement et techniquement? Alors, voilà. Donc, je pense déjà que politiquement, il y a l'analyse que moi j'en fais souvent de la signature. Je vous parle de la signature. Le respect après, en aval, est autre chose. La signature implique deux démarches, dont l'une est politique et l'autre, évidemment, en est la conséquence qui, elle, est juridique. On peut toujours politiquement discuter
de l'opportunité. La politique exige une certaine forme de rapport de force. Or, juridiquement, à partir du moment où un texte a été élaboré, et encore une fois, le code de bonne conduite est le minimum, en mathématiques, on aurait appelé ça le plus petit dénominateur commun juridique, à partir duquel, et comportemental, à partir duquel les acteurs doivent pouvoir se retrouver sous peine de sanctions qui, comme je vous l'ai dit, même si elles ne tirent pas leur origine directement du texte, ont nécessairement une répercussion juridique sur des textes qui, eux, en revanche, peuvent être des textes de répression. Mais, si vous voulez, je vais vous donner mon avis personnel de citoyen. Je ne pense pas que l'essentiel soit là-dedans, parce que ce qui y est dit me semble être la base minimale, celle sur laquelle tout le monde peut... Voilà, il est difficile de ne pas, ça ne me paraît pas être particulièrement compliqué, de ne pas déchirer une affiche ou de ne pas avoir des propos, de s'interdire d'avoir des propos injurieux ou outranciers à l'égard de tel autre candidat. Je ne pense pas que l'essentiel soit là. Moi, je crains simplement que l'essentiel ait été fait en amont. Parce qu'un texte qui, quand vous prenez le code électoral qui a organisé les élections principales et a institué un scrutin, un mode de scrutin qui est de toute façon largement inégalitaire, avec la prime, je préfère dire ça comme ça, qui est habituellement accordée aux sortants, c'est-à-dire avec l'ensemble des moyens de l'État qui sont donnés à celui, au président qui est en titre, que ce soit celui-ci ou un autre, le problème se posera toujours et il se pose également dans beaucoup d'autres pays. Je pense que, de mon point de vue, c'est dans ce genre de choses-là qu'il faudrait peut-être orienter le débat. Et le reproche que moi j'ai fait à ceux qui ont claqué la porte, c'était de n'être pas allé jusqu'au bout de leur démarche, parce que je pense que nous sommes tous citoyens, nous sommes usagers des services publics. Nous allons voir déjà dans quelques jours la plupart des agents de l'État qui seront absents de leur bureau parce qu'ils sont allés en campagne, pas forcément pour le compte d'un candidat de l'opposition, mais pour le candidat que tout le monde peut deviner. Ce genre de préoccupation qui non seulement perturbe le fonctionnement normal de l'État, mais aussi constitue de mon point de vue une injustice grave, parce que c'est une atteinte à l'équité des candidats. Je pense que ça mériterait d'être dénoncé. Et si ça ne marche pas là, avec la politique des petits cailloux, il faut déjà avoir commencé quelque part pour qu'un jour, on soit certain que le combat, qui me semble être un combat légitime de l'égalité réelle, puisse un jour porter ses fruits. Alors Jean-Paul Tchengue, ce code dispose également que la police protège les candidats, que l'administration territoriale protège les candidats, que leur espace de campagne soit respecté, l'affichage, les prises de parole dans les médias, les prises de parole sur la place publique. Il n'y a plus on fait plus systématiquement recours à l'autorisation du chef de terre pour organiser les réunions publiques. Ce code protège aussi les candidats. Oui, le code protège les candidats comme la loi dans son ensemble. Ce dont vous parlez, vous savez que la campagne électorale, avant le jour du scrutin, la campagne électorale est très réglementée par le code. Elle est très réglementée par le code. En matière de réunions, de manifestations publiques, tout a été prévu par le code électoral. Là, je parlais du code électoral. Et même des lois de 90 sur les libertés. Oui. Bon, principalement le code électoral en matière de manifestations qui sont organisées dans le cadre de la campagne électorale. Donc, tout a été prévu par la loi. Et donc, le code, en réalité, il faut le comprendre comme, vous l'avez dit dès le départ, un gentleman agreement. C'est-à-dire que des parties prenantes, dans le cadre du jeu politique, élaborent les règles du jeu, qui reprennent d'ailleurs les dispositions légales, pour dire nous nous entendons sur ces règles pour que tout se passe bien. C'est tout. Et le caractère contraignant est un caractère est de nature morale. Le caractère contraignant n'est pas aussi fort que celui que revêt la norme classique. Par exemple, le code pénal ou les dispositions pénales du code électoral. Ça a un caractère moral. Ceux qui s'engagent de bonne foi et ils s'engagent sur la base de leur conscience et sur la base de leur crédibilité, de leur honnêteté. Jean-Paul Tchomdou, le candidat politique, son image.
en disant à ses partisans, j'ai signé ce code d'honneur, je vais le respecter? Je pense que à partir du moment où le code de bonne conduite découle déjà de la loi électorale, il y a donc un ensemble de mesures qui ont déjà été probablement validées par la loi. Et donc ce code-là n'est qu'un gentleman agreement. Mais je voudrais dire que les candidats, il vaut mieux s'ils ont des éléments nouveaux ou qu'ils aimeraient voir prendre en compte dans le code de bonne conduite, ils devraient se battre pour que ces éléments soient intégrés. Je ne pense pas pour moi que la politique de la chaise vide soit la meilleure. Dans tous les cas, si le code est adopté, ça va faire mauvais genre qu'un candidat ne s'y soumette pas, à partir du moment où le code reprend essentiellement des dispositions qui sont contenues dans la loi électorale. Donc même pour son image, je pense qu'un candidat, et si comme vous le dites, ce sont des éléments respect vis-à-vis des autres candidats, ne pas désafficher les affiches d'un candidat, je pense que c'est en termes de comportement en période électorale ou politique, on ne peut pas admettre ce genre de... Et surtout ce rappel en direction de l'autorité publique, sous-préfet, préfet, maire, gouverneur, voilà, je pense que qui doivent garantir la sécurité de tous les candidats. C'est très important parce qu'en tant que citoyen, ce qu'on constate sur le terrain, ce n'est pas ça. Il y a un camp qui bénéficie de tous les appuis nécessaires, de toute la protection nécessaire, pendant que d'autres se débrouillent sans sécurité particulière. Donc je pense que oui, il faut le dénoncer. Il faut simplement qu'il y ait un minimum de justice politique en ce moment-là, parce que tous les candidats se valent étant entendu qu'ils ont été mandatés et ils ont été mandatés pour la fonction suprême. Et vous parlez de la sécurité des candidats, je voudrais vous inviter à écouter une fois de plus le président de l'ECAM qui revient sur le cas du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui rappelle que l'État et l'ECAM feront tout pour que la sécurité des candidats pendant la campagne soit garantie dans ces parties du pays. Je le réitère une fois de plus qu'il y aura les élections dans tous les arrondissements et les départements dans la région du Nord-Ouest. Ce n'est pas une région à part, c'est une partie de notre pays. Nous avons mis des bureaux, des centres de vote qui constituent un système de maillage sécuritaire pour permettre à ce que tous les différents bureaux, les bureaux de vote n'ont pas changé. Ce n'est qu'un regroupement qu'on les appelle les centres de vote. Il y a un maillage sécuritaire qui permet aux gens d'aller voter sans gêne, et aussi de protéger le matériel et les personnes qui vont siéger là-dedans. Et tout cela sera greffé à la discussion de lundi prochain à l'ECAM. Nous tenons cette information de bonne source. Je vous invite à découvrir la deuxième partie de cet échange. Je vous invite à regarder le dévoilement du deuxième sujet de ce qu'il faut décrypter ce soir. En deuxième une ce soir, les petites phrases d'état-major. On entend ici prospérité, justice sociale, pionnier contre la corruption chère aux partisans d'Akérémouna. Un Cameroun qui libère les énergies ou le vrai candidat du peuple qu'affectionne Cabral Libye. Le tireur de penalty avec Maurice Kamto ou encore les appels à dépasser les différences qu'assume le candidat Joshua aussi du SDF. Et plus loin, les supporters du candidat Paul Biya qui lui donnent du choix du peuple, candidat de la stabilité ou l'assurance tout risque. Mais aussi Serge Espoir Matomba et son Change Moscom, pas très loin de Le changement c'est maintenant de Franklin Difford. Ce sont de petites phrases distillées pour le soutien de candidats, lesquelles peuvent renseigner sur l'état d'esprit au sein des états-majors en cette période d'avant-campagne. Sont-ils indicateurs des slogans à venir ou des options prises? Les experts décryptent ce soir. Alors Jean-Paul Tchomdou, il y a cette question de Delphine Fonkoutene. Est-ce que les petites phrases qu'on voit sur Internet, sur des affiches conçues parfois par des supporters, pas forcément par les équipes de communication ou de campagne des candidats, peuvent être évocateurs de ce qui arrive pour la campagne en termes de message? En tout cas, je voudrais commencer par dire que s'il n'y avait pas de petites phrases, on ne se sentirait pas en campagne. Donc, nous sommes en pré-campagne. Nous sommes en pré-campagne. Ce sont ces petites phrases-là qui font la pré-campagne. Qu'elles soient assumées par des candidats ou par leur groupement ou sympathisants, elles font partie du jeu. Pour le moment, quand on scrute un peu les prises de parole des candidats ou de leur groupe, je pense qu'on a
Personnellement, il y a 2 ou 3 petites phrases qui reviennent. Bon, quand on dit le changement, c'est maintenant, on sait d'où ça vient. Le changement, c'est maintenant, c'est pas nouveau ça. Quand on dit le candidat du peuple, le choix du peuple, ou le vrai candidat du peuple, c'est pas une petite phrase pour moi. Parce que ça n'a rien de nouveau, ça n'a aucun impact. Par contre, il y a une phrase célèbre, le tireur de pénalty. Moi, ça m'a intéressé. Quand j'écoute le candidat Cabral dire moi, je suis plutôt le Aïdjo des temps modernes. Moi, j'écoute ça, c'est une petite phrase parce que c'est déroutant, c'est surprenant et ça cache des sous-entendus. Et on se pose la question, mais est-ce que ça, c'est le positionnement du candidat ou ça lui a échappé comme ça? Dans tous les cas, les candidats et leurs états-majors doivent savoir que ces petites phrases, ailleurs, sont calculées, ne sortent pas au hasard et expriment un certain nombre de choses qui sont à venir. Alors, Maître Assira, ces petites phrases font partie de votre métier. On estime d'ailleurs que ça a un peu déformé votre métier. Généralement, le grand avocat, c'est aussi celui qui a le sens de la formule. Je reviendrai pas sur Feu Vergès et les autres. Alors, quand un candidat dit « je suis le tireur de pénalty », ça vient de l'état-major, ça vient du candidat en ce moment. Ça vise quoi? Séduire les électeurs, annoncer la foudre pour l'adversaire? Alors, d'une façon globale, hein, mon appréciation des petites phrases, ce que vous appelez les petites phrases jusqu'à présent, et peut-être vous allez la trouver un peu sévère, mais j'ai vraiment pas trouvé une petite phrase particulièrement enthousiasmante jusqu'à présent. Le Macron camerounais? Oui, vraiment, encore qu'il a démenti aujourd'hui. Oui, il s'est positionné comme Aïdjo camerounais. Le nouvel Aïdjo. J'ai vu le choix divin. Bon, voilà, qui fait d'ailleurs gloser, parce que les gens se demandent s'il ne s'est pas trompé sur le I, est-ce que c'était pas plutôt un U, pour que ce soit le choix du vin, celui qui est un peu alcoolisé. Enfin, voilà. Ça vient des états-majors, ça vient des supporters, ça ne vient pas forcément des états-majors. D'une façon globale, je pense qu'une petite phrase devrait être, ou comme un slogan, devrait être quelque chose qui frappe les esprits. Voilà, c'est un mot qui est suffisamment court pour pouvoir être retenu par tout le monde, avoir également la symbolique suffisante qui permet d'identifier un candidat, mais qui en même temps frappe les esprits pour que, au travers simplement de son évocation, on puisse envisager un programme et une perspective. Voilà, c'est dans ce contexte-là que je pense que les acteurs, on est rentré dans une ère de la communication. Beaucoup de gens vous diront que le président Obama n'aurait peut-être pas été élu président tout à fait s'il n'y avait pas eu la communication moderne. S'il n'y avait pas eu le Yes Weekend. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et donc, voilà. C'est autant de choses qui font que je reste encore sur ma faim. Je me dis peut-être que les états-majors sont encore en train de se préparer ou que peut-être n'ont-ils pas encore fait appel aux grandes machines qui sont habilitées à trouver les mots chocs, voilà, celles qui font vraiment voilà, tilt et qui vont en plein dans le mille. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est encore une certaine phase d'échauffement et qu'on n'a pas encore réussi à trouver pour l'un ou l'autre des candidats la formule qui permette vraiment d'accrocher les Jean-Paul Tchomdou, la nature ayant horreur du vide, les candidats n'ont pas formulé de slogan, n'ont pas encore de signature. Est-ce qu'il faut anticiper peut-être sur l'ouverture de la campagne parce que les réseaux sociaux, les supporters ont occupé l'espace qui était vide? Alors, ce que je vois là ne me semble pas faire partie d'une stratégie pensée, conçue par les candidats. Je veux parler de stratégie de communication. Parce que comme le professeur le disait, une phrase, un slogan ou une signature n'est pas quelque chose qui naît au hasard. Cela fait partie d'un ensemble d'éléments qui permettent donc de construire un positionnement. Et la phrase qui est débitée doit être construite au fur et à mesure. Alors le candidat doit laisser faire ou bien proposer quelque chose rapidement? Vous avez dit, on n'est pas encore en campagne électorale. Donc, le candidat, à l'heure actuelle, n'est pas capable de contrôler tout ce qui va se dire. Alors, on va dire que la communication actuelle n'est pas volontariste. Elle est une communication subie par les candidats. Quand la campagne sera ouverte, je l'espère, on verra se déployer un ensemble de stratégies qui nous permettront d'avoir la visibilité sur le positionnement des candidats. Quand je dis positionnement des candidats, au jour d'aujourd'hui, bien malin est celui qui pourra nous dire voici comment je perçois le candidat Akere par rapport à telle promesse électorale forte ou le candidat Kamto ou encore le candidat Cabral Libi. Parce que les petites phrases ou les slogans doivent être construits. Donc le tireur de pénalty, on attend
au quotidien qu'on nous apporte des éléments pour justifier le choix du tireur de pénalty. Qu'est-ce que ça veut dire ce concept? Et ça doit être conçu tous les jours, nourri avec un certain nombre d'actions. Et jusqu'à présent, on a l'impression que c'est plutôt de la réclame qu'on a sorti comme ça. Donc, comme je le disais précédemment, les candidats ont intérêt à construire une stratégie. Et cette stratégie, c'est quoi? Les slogans ne vont pas se faire au hasard. Ils se feront en fonction des objectifs. Tout le monde a le même objectif, devenir président de la République. Mais ils se feront surtout en fonction de la cible. Le cœur de cible déterminera la phrase. Le slogan qu'on va adopter répondra à la plus grande partie de son électorat. Et si son électorat ne se sent pas, alors cette phrase sera pour monsieur tout le monde et donc en particulier personne. Donc il y a un vrai travail scientifique à faire qui va conduire, qui va aboutir, j'espère, à des slogans plus sexy, plus percutants et que les Camerounais pourraient retenir le plus longtemps possible. Mais je signale que ce n'est pas encore les slogans de campagne. Oui, parfois, ce n'est même pas l'émanation des états-majors des candidats, c'est généralement des supporters sur les réseaux sociaux. Mais à contrario, il y a des petites phrases de dénigrement aussi qui existent sur les réseaux sociaux. Maurice Kamto traîne ça comme un boulet. On l'appelle le gourou de la secte bahamique sur les réseaux sociaux. Ce sont des petites phrases qui reviennent, Jean-Paul Tiengue. Oui, tout simplement comme observateur et lecteur de tout ce qui se dit un peu dans les réseaux sociaux, je pourrais dire que c'est tout simplement de l'anti-jeu, voyez-vous. On ne devrait pas, mais puisque tout le monde se livre à ces anti-jeux-là, je pourrais dire qu'il faudrait qu'un arbitre, peut-être dans le cadre du code de bonne conduite dont on a parlé ce soir, siffle un peu la récréation, parce que et ça, le Conseil national de la communication l'a fait. Je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a eu une rencontre avec les médias pour dire, écoutez, ça devrait quand même pas prendre certaines proportions. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que chaque entrepreneur politique construit sa communication politique à partir d'outils marketing qui, pour moi, en tant qu'expert analyste, reste que du baratin. C'est du baratin. Mais je conseillerais à ceux-là d'avoir des expressions, des petites phrases qui reflètent à la fois leur personnalité, leur ambition. On s'est bien compris, mais il y a ces anti-jeux. Maître Assira, Jean-Paul Tiengue le soulignait tout à l'heure, et j'indiquais la question du gourou de la secte bahamique. Il y a un candidat, Joshua aussi, qu'on désigne comme étant le Suisse. Il y a un autre candidat, Paul Biya, qu'on désigne sur les réseaux sociaux comme étant Magellan. Il y a un candidat comme Cabral Libi, que de nombreux adversaires appellent le Tintin. C'est un peu cynique, mais c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Alors, que peuvent ces candidats pour mettre fin à ce type de dénigrement fait de petites phrases qu'on retrouve sur les réseaux sociaux ou bien dans les gargotes? Honnêtement, j'espère qu'ils vont rien essayer pour cela, parce que il faut être quand même un tout petit peu lucide. Si vous avez envie d'être tranquille, de ne pas être dérangé, vous restez tranquillement chez vous, hein, parce que là, c'est pas on n'est pas à un jeu de tarot entre gens civilisés, et encore qu'autrefois, vous aviez des gens, ils portaient des habits, ils mettaient le nœud papillon et des gants blancs, et ils allaient pourtant se battre sur le pré. Il y en avait un qui restait sur le carreau. Je pense qu'une compétition électorale, quoi qu'on dise, et là franchement, je vous mets au défi d'avoir à trouver, que ce soit Elecam ou ailleurs, un autre texte qui vous permettra d'empêcher qu'un candidat n'ait l'intention de dire des choses négatives, défavorables sur son... Vous savez, même en matière de publicité, parce que c'est de ça qu'il est question, on a mis un peu de temps, mais on a fini par y arriver à permettre ce qu'on appelle la publicité négative. Or, dans ce jeu-là, on n'a pas besoin d'interdire en particulier, parce que le but du jeu est non seulement de prouver qu'on est soi-même bon, pas que bon, on est meilleur, mais on est meilleur que parce que l'autre n'est pas bon ou qu'il est moins bon que vous. Et donc, par conséquent, le but du jeu est d'essayer de le dénigrer pour pouvoir se valoriser. Donc, j'ai du mal à comprendre que ça puisse donner l'impression de... Voilà, évidemment, naturellement, comme pour tout,
je le disais tout à l'heure, même dans les jeux où il y a quelqu'un qui doit rester sur le carreau, il y a encore des règles, il y a un arbitre, il y a des façons de faire, on ne donne pas des coups n'importe comment, voilà. Il y a un minimum qui ne doit pas atteindre, dépasser le minimum requis pour la décence, comme j'ai vu parfois attaquer le professeur Onanguini sur des choses qui sont extrêmement basses et, à mon avis, véritablement choquantes. Là, effectivement, on doit pouvoir siffler la fin de la récréation. Mais pour le reste, appeler Mick et autres, moi, je voudrais même que ce soit ça pour qu'ils aient besoin de se justifier au-delà, parce que ce n'est plus des hommes ordinaires. Donc, on doit leur demander plus que ce qu'on demande aux citoyens ordinaires, qui n'ont rien demandé à personne. Voilà. Alors, Jean-Paul Tchomdou, on sort par Oui, je voulais juste préciser pour le professeur Assira que... alors, à partir du moment où la loi électorale n'a pas tout défini, ça veut dire qu'on s'en réfère à un certain nombre de lois. Et si on prend le cas de la communication et donc de la publicité, la loi sur la publicité est formelle. La publicité dégradante au Cameroun est interdite. Vous n'avez pas le droit, dans votre publicité, d'évoquer... D'ailleurs, la publicité imitante est à peine tolérée. Mais les petites phrases qui dénigrent ne viennent pas des états-majors des autres candidats. C'est parce que le professeur Assira dit, dans la publicité, il a dit même dans la publicité. Aux États-Unis, c'est permis. Vous avez des gens qui achètent des spots pour dénigrer totalement le candidat. Mais au Cameroun, la loi sur la publicité interdit la publicité comparative qui dénigre un candidat. Donc, je voulais simplement dire que, je suppose, si le code électoral ne l'a pas prévu, alors on doit... Voilà. Alors, le code électoral l'a prévu à l'article 288 est puni des peines prévues à l'article 122 du code pénal, celui qui, à l'aide de fausses nouvelles, de propos calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, supprime ou détourne des suffrages, détermine un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter. Et donc, ces propos-là peuvent entrer dans cette catégorie à partir du moment où des propos calomnieux, des propos qui peuvent paraître injurieux, déterminent des électeurs à s'abstenir de voter en faveur d'un candidat. Et donc, je pense que le professeur Assira a fait la grimace, mais je pense qu'il y a d'autres dispositions qui peuvent permettre une qualification des faits dans le sens de punir ce type de dérive. En tout cas, nous convenons que pour une campagne saine, il vaut mieux éviter les petites phrases qui dénigrent, les candidats ne pouvant rien faire puisqu'ils sont consacrés à élaborer ou à chapeauter le programme de société. Si vous permettez, je voulais simplement dire qu'il ne faut pas rêver. Monsieur Assira, Maître Assira l'a dit. Les petites phrases, il y en aura toujours. Mais simplement, elles ne viendront peut-être pas du candidat. Elles viendront de son état-major, elles viendront des proches du candidat parce que ça fait partie du jeu. Et s'il y a un conseil à donner, il ne faut pas y répondre. De toutes les manières, il ne faut pas y répondre frontalement. Il faut plutôt choisir une stratégie latérale. S'il y a une accusation qui est fausse, qui est faite, vous ne répondez pas directement à l'accusation, mais vous mettez en place un ensemble d'actions qui vont amener les gens à se rendre compte en fait que peut-être vous êtes en train de répondre à l'accusation. Merci Jean-Paul Tchomdou, merci Jean-Paul Tchengue, merci Maître Assira d'avoir accepté de venir ce soir discuter avec nous et surtout gratuitement les paroles et les actes de cette élection. Nous nous retrouverons sans doute mercredi pour un autre décryptage et ce sera toujours sécurité. Bonsoir.